Stonehenge. Rien que le nom, ça évoque tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? Une icône mondiale, un mystère gravé dans la pierre. Mais et si l'histoire qu'on pensait connaître, celle de ces bâtisseurs et de ce qui leur est arrivé, eh bien elle était en train d'être complètement chamboulée par la science. Et la vérité est bien plus folle que tout ce qu'on a pu imaginer. On connaît tous cette image, cette silhouette si célèbre. Mais les vraies questions, elles sont là, juste sous la surface. Comment est-ce qu'un peuple de l'âge de pierre a bien pu construire ça? Et la question peut être encore plus vertigineuse, où sont-ils passés? C'est ce double mystère qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le concret. Avant de s'intéresser aux personnes, il faut d'abord parler des pierres. Parce que, soyons clairs, la construction de Stonehenge, pour l'époque, c'est un défi d'ingénierie qui dépasse l'entendement. C'est tout simplement monumental. 40 tonnes. Laissez ce chiffre résonner un instant. 40 tonnes, c'est le poids d'une seule de ces énormes pierres verticales. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de, disons, 6 gros éléphants d'Afrique. Le vrai casse-tête n'était pas tant de les tailler, mais bien de les bouger. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est assez logique, des rondins de bois pour faire rouler la pierre, non? Eh bien, des expériences modernes ont testé ça et ça ne marche pas si bien. C'est incroyablement difficile à contrôler. Imaginez une pierre de 40 tonnes qui part de travers. Les rondins se bloquent, la trajectoire dévie. C'était beaucoup trop risqué. Il leur fallait une autre idée. Et c'est là que ça devient fascinant. La solution la plus probable, elle vient en fait de la construction navale de l'époque. L'idée, c'est de fixer solidement l'énorme pierre sur un traîneau en chaîne et de le faire glisser sur une sorte de rail en bois qu'on aurait graissé. Une expérience a été menée et il s'avère que 130 personnes suffisent pour déplacer une réplique. C'est du génie. C'est simple, c'est efficace, c'est brillant. Bon, d'accord, déplacer les pierres, c'est un exploit. Mais les monter, comment on fait pour hisser des linteaux de 10 tonnes? Là encore, les archéologues ont une théorie, testée et approuvée, la méthode du berceau. Imaginez une plateforme en bois qu'on construit petit à petit sous la pierre. On utilise des leviers pour soulever un côté du linteau, juste un peu, et hop, on glisse une couche de bois. Puis on fait pareil de l'autre côté, et on recommence. Lentement, mais sûrement, la pierre s'élève jusqu'à atteindre la bonne hauteur pour la faire glisser sur les piliers. Ça demande une patience et une précision absolument folles. Maintenant, il faut un peu dézoomer. Parce que l'erreur, ce serait de penser que Stonehenge était juste ce cercle de pierre posé au milieu de nulle part. Non, en réalité, c'était le cœur d'un paysage sacré bien plus vaste et complexe qu'on ne l'a jamais imaginé. Et la preuve la plus dingue de ça, elle est toute récente. En 2020, coup de tonnerre dans le monde de l'archéologie. On découvre les puits de Durrington Walls. C'est quoi? Une série de trous gigantesques, creusés juste à côté de Stonehenge, qui ont forcé tout le monde à revoir complètement sa copie sur le site. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, regardons les chiffres. Chaque puits fait près de 10 mètres de large sur 5 de profondeur. Et mis bout à bout, il dessine un cercle immense de plus d'1,5 km de diamètre. On parle là d'une des plus grandes structures préhistoriques jamais trouvées en Grande-Bretagne. C'est colossal. Au début, certains se sont dit « Attendez, ce sont peut-être juste des formations naturelles, des effondrements de terrain. » Mais non. L'analyse scientifique a parlé et elle est formelle. Comme le résume l'archéologue Vincent Gaffney, c'est impossible que ça soit naturel. Ces puits ont bien été creusés par des humains. L'hypothèse la plus probable? Ils marquaient une sorte de gigantesque frontière sacrée, une façon d'ancrer leurs croyances dans le paysage même. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale, au vrai cœur du mystère. On a donc ces ingénieurs, ces architectes incroyables qui façonnent un paysage monumental, et puis, plus rien. Ils s'évanouissent. C'est là que l'histoire bascule et qu'elle prend des allures de polar scientifique, grâce à une nouvelle preuve, l'ADN ancien. Voilà la question. Mais qui étaient-ils, au fond, ces gens? Et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'un peuple capable de tels prodiges disparaisse au point de ne laisser quasiment aucune trace dans le patrimoine génétique des Britanniques d'aujourd'hui? La réponse, elle tient en un seul chiffre. Et il donne le vertige, 90%. C'est le taux de remplacement de la population en Grande-Bretagne à cette période, d'après les analyses ADN. Pour le dire autrement, plus de 90% du pool génétique a été remplacé. Les bâtisseurs de Stonehenge n'ont pas juste décliné, ils ont été, génétiquement parlant, presque entièrement effacés de la carte. Ok, alors d'où venaient-ils ces nouveaux arrivants qui ont tout changé? La réponse est totalement inattendue. On pourrait s'attendre à une grande civilisation du Sud, mais pas du tout. Comme le dit avec une pointe d'ironie le grand généticien David Reich, il venait d'un endroit que tout le monde considérait comme ennuyeux, les Pays-Bas, et plus précisément le delta du Rhin et de la Meuse.
Regardons un peu qui sont ces deux peuples. D'un côté, on a les bâtisseurs. C'étaient des fermiers néolithiques dont les ancêtres étaient venus d'Anatolie, la Turquie actuelle, des milliers d'années auparavant. De l'autre, les nouveaux arrivants, qu'on appelle le peuple de la culture campaniforme. Eux, c'est un cocktail génétique totalement différent, un mélange de chasseurs-cueilleurs locaux des Pays-Bas et de migrants venus des lointaines steppes russes. On a vraiment affaire à deux mondes, deux histoires génétiques qui se rencontrent. La grande question, c'est comment un remplacement aussi radical a-t-il pu se faire? On imagine tout de suite une invasion sanglante, mais ce n'est probablement pas le cas. Les scientifiques penchent plutôt pour une combinaison de facteurs. D'abord, les maladies. Les nouveaux venus ont peut-être apporté avec eux des agents pathogènes, comme la peste, contre lesquels les locaux n'avaient aucune défense. Et puis, il y a des avantages génétiques. Ils semblaient plus doués pour l'élevage, et surtout, ils possédaient une mutation leur permettant de digérer le lait à l'âge adulte. Un avantage nutritionnel qui a pu faire toute la différence. Et toute cette histoire incroyable, qui nous plonge des millénaires en arrière, nous ramène pourtant à un débat brûlant d'aujourd'hui. Car l'héritage de Stonehenge, ce n'est pas juste une question de pierre et d'ADN, c'est aussi un enjeu très moderne de préservation. Le sujet qui fâche, c'est ce fameux projet de tunnel autoroutier, le A303. L'idée, sur le papier, est simple. Il y a une grosse route qui passe tout près du site et gâche un peu le paysage. On voudrait la faire passer sous terre, dans un tunnel. Ça permettrait de restaurer la quiétude du lieu et de fluidifier le trafic. Mais évidemment, ce n'est pas si simple, et le projet est au cœur d'une bataille juridique et patrimoniale qui dure depuis des années. Tout récemment, l'UNESCO, qui est un peu le gardien du patrimoine mondial, a dû se prononcer. On a craint un moment que Stonehenge soit placé sur la liste du patrimoine en péril. Finalement, en juillet 2024, le comité a jugé que le projet de tunnel était la meilleure option. Pour l'instant, le site n'est donc pas classé en danger, mais ça montre bien que le débat est loin, très loin d'être terminé. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. De l'ingénierie néolithique à celle du XXIe siècle, de la disparition mystérieuse d'un peuple à la lutte pour préserver son héritage, l'histoire de Stonehenge est un miroir tendu à notre propre époque. Comment faire pour protéger un monde ancien si fragile face aux exigences et à la pression d'un monde moderne? C'est un défi qui nous concerne tous et qui va bien au-delà des simples pierres.